Vous souffrez de problèmes de santé qui durent depuis des mois, voire des années. Que les médecins aient étiqueté vos problèmes comme physiques ou psychiques, ce podcast est fait pour vous. Soigne-toi, c'est un podcast qui vous permet de mieux comprendre ce que vous vivez et de savoir quoi mettre en place pour aller mieux. L'objectif de chaque épisode, partir d'une situation vécue par de nombreuses personnes vivant avec des troubles de santé chroniques et envisager comment vous pouvez vous aider dans cette situation. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 13e épisode de Soigne-toi. Pour rappel, cet épisode fait partie d'une série spéciale de 4 épisodes qui parlent de la possibilité d'impacter son corps grâce à son esprit. L'objectif de ces épisodes était vraiment de revenir avec vous sur ces différents mythes de la relation corps-esprit, issus de différents courants de développement personnel et qu'on applique maintenant de plus en plus au domaine de la santé. Je dis mythe, mais comme vous avez pu le voir ou pu l'écouter dans les précédents podcasts, que ce soit sur la pensée positive, que ce soit sur la volonté, sur le fait de travailler sur soi, en fait, on n'est pas dans des réels mythes puisque, comme j'ai pu vous le dire, ça part d'une base de vérité, mais qu'on a extrêmement simplifié, qui est devenu extrêmement simpliste dans la manière de le présenter, au point d'être complètement déconnecté d'une réalité biologique, d'une réalité biochimique, d'une réalité neurologique, en fait de ce qui se passe en réalité dans votre corps et puis dans votre esprit. J'aurais pu évoquer avec vous beaucoup d'autres sujets sur ce thème de la relation corps-esprit, mais j'ai vraiment choisi de me limiter à 4 épisodes qui, pour moi, reprenaient les idées que l'on retrouve le plus souvent dans la guérison corps-esprit. Je finis donc aujourd'hui cette série. En quelque sorte, je vais la finir en beauté, puisque j'aborde avec vous la grande question qui est au final, est-ce que l'esprit peut vraiment guérir le corps ? Quelle est vraiment la réelle action finalement de nos pensées, de nos croyances sur notre physiologie et donc sur notre santé ? Et est-ce que vos pensées, vos croyances peuvent impacter votre santé directement ? La question en corollaire, c'est si oui, comment ça fonctionne, comment on peut optimiser cette relation esprit-corps pour aller mieux et surtout par quoi ça passe. Donc cet épisode sera peut-être plus long que les précédents parce que j'ai vraiment envie, même si je ne vais pas aller dans le détail parce que on pourrait en parler des heures, mais j'ai envie de vous donner des clés, j'ai envie de vous donner des informations, j'ai envie de vous donner des choses un petit peu plus fouillées que ce qu'on trouve d'habitude pour vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne et surtout pour que vous sachiez par quel biais vous pouvez vous aider en ce sens-là. Donc revenons à cette grande idée, est-ce que l'esprit peut guérir le corps ? Donc quand je pose cette question-là, attention, quand je parle d'esprit, je parle bien du mental, c'est-à-dire que je parle de vos facultés mentales, de vos pensées, de vos croyances, je parle de choses qui sont plus, on va dire, accessibles à la conscience, dont vous avez conscience, justement. Quand on regarde la littérature scientifique, quand on se réfère aux articles purement, on va dire, médicaux, on reste encore très scindé sur d'un côté les processus physiologiques, d'un côté les processus psychologiques et même dans les recherches, on reste encore très parcellisé encore avec cette idée qu'il y aurait le corps d'un côté et qu'il y aurait l'esprit, les processus psychologiques, les processus mentaux de l'autre côté. Même si on ne trouve pas des articles spécifiques sur le domaine, il y a un domaine où en tout cas on trouve aujourd'hui des articles, et beaucoup d'articles, et qui montrent que l'esprit peut agir sur le corps et peut guérir, sans que la science aujourd'hui comprenne totalement comment c'est possible d'ailleurs, c'est tout ce qu'on retrouve sur l'effet placebo. Donc l'effet placebo, vous avez dû déjà en entendre parler, c'est quelque chose qui est maintenant très connu, mais dont on ne comprend pas toujours le mécanisme d'action. Mais pour le coup, c'est des choses qu'on retrouve maintenant dans la littérature scientifique et qui ne fait plus aucun doute. Peut-être vous allez vous dire, oui, bon, là elle me parle de l'effet placebo, mais peut-être vous vous dites, à la base, les gens pour qui l'effet placebo fonctionne, c'est des gens qui n'étaient pas malades, puisqu'on leur donne, le principe de l'effet placebo, c'est vraiment de vous donner une substance neutre ou de pratiquer une méthode qui n'a pas d'effet thérapeutique et que la personne obtienne un soulagement, obtienne une guérison, obtienne un effet thérapeutique. Du coup, souvent, les gens disent oui, mais c'est des gens qui n'étaient pas malades, donc c'est pas possible sinon, donc ils se persuadent qu'ils ont guéri, mais en fait, ils n'avaient pas de problématique de santé.
Sauf que cet effet placebo, on le retrouve tellement, on le retrouve à tel point, et c'est quelque chose qui se retrouve dans tellement de pathologies qui sont des pathologies attestées, je vous l'assure, que c'est quelque chose qui a été mis en place maintenant pour tester tout médicament, parce que l'effet placebo était tellement important chez les gens quand on donnait une médication qu'on maintenant, il faut vraiment prouver en double aveugle, c'est-à-dire qu'il faut prouver avec un groupe pour lequel on a donné l'effet placebo et un groupe où on a donné la vraie molécule. Il faut vraiment montrer que le médicament, le vrai, celui où il y a la substance active, a un effet significativement supérieur au placebo pour qu'on puisse le commercialiser. Donc ça montre bien à quel point l'effet placebo est énorme. Si vous ne me croyez toujours pas, je vous donne 2-3 exemples que j'ai tirés de la littérature scientifique. Prenons le premier exemple qui est l'exemple très 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 connu du Prozac. Il y a plusieurs études qui ont été faites récemment. Il y en a une qui est très connue sur le Prozac et dont on en a beaucoup entendu parler. C'est une psychiatre, une neuropsychiatre qui a donné un placebo et un autre groupe du Prozac à des gens qui étaient dans des situations de dépression grave et qui a montré, en tout cas sur la population qu'elle a testée, que le Prozac n'avait pas un effet supérieur à un placebo. Ce qui ne veut pas dire que l'un et l'autre n'agissent pas, ce qui veut juste dire que les deux ont agi à la même mesure. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a été jusqu'à faire des IRM plusieurs semaines après pour montrer que cette molécule inactive ont entraîné des changements fonctionnels dans le cerveau qui se voient à l'IRM fonctionnel. Il y a une autre étude aussi qui a été faite comme ça, où on a repris il y a quelques années toute la littérature scientifique sur tous les antidépresseurs, que ce soit le Prozac ou d'autres molécules comme l'Effexor, le Seroxa, etc., en fait tous les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Et bien que commercialisés depuis des années, on a montré par cette revue finalement de différentes études et par différentes analyses statistiques que certes, les molécules avaient un effet légèrement supérieur, mais très peu significatif par rapport au placebo. Donc là, vous allez vous dire, oui, bah là, elle me prend l'exemple d'une maladie qui serait une maladie du psychisme. Donc, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour le corps. Si vous souffrez d'une maladie chronique qui est d'origine somatique, vous devez vous dire, oui, mais là, pour le coup, c'est peut-être des gens qui n'étaient pas vraiment en dépression ou parce que c'est psychique, c'est logique que ça fonctionne. Donc là, je vous donne un autre exemple. Je vais vous donner l'exemple d'une étude qui a été faite sur Parkinson. Donc Parkinson, on le sait, c'est dû à une perte de la dopamine. Les gens ne sont plus en capacité de produire de la dopamine. Donc pour les gens qui souffrent de Parkinson, c'est simple, on va leur donner de la dopamine en médicament pour combler l'effet de manque, pour combler le fait que le cerveau en produit de moins en moins. Là, il y a également une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, qui montre vraiment que l'effet placebo, ça ne va pas s'imiter à des troubles définis comme psy, parce que pour la maladie de Parkinson, il y a une étude qui a été mise en place comme ça avec un protocole thérapeutique spécifique, où au lieu d'administrer de la dopamine, on administre un placebo aux gens. Et on met tout en place pour bien sûr optimiser tous les facteurs liés à l'effet placebo. Ce qu'on a montré, c'est que le fait d'avoir le placebo et le fait que les gens soient persuadés qu'ils prenaient de la L-Dopa, de la dopamine, va amener les patients à produire par eux-mêmes, enfin leur cerveau va produire de la dopamine. Donc ils vont anticiper l'effet du cachet et le cerveau va produire la dopamine là où il n'en produisait plus forcément dans certaines zones. Donc les personnes ont par eux-mêmes créé un neurotransmetteur du simple fait qu'ils pensaient l'avoir ingéré. Donc vous voyez là avec ces deux exemples comment l'esprit est capable d'agir sur le corps. Comment une croyance est capable d'agir sur le corps. Et l'inverse existe d'ailleurs. Hein. Là, je vous parle dans le sens positif, mais l'esprit peut aussi complètement inhiber l'effet d'une médication. Je me souviens, alors là c'est un petit aparté, mais de quelque chose qui m'avait épaté à la faculté de psychologie, un des premiers cours que j'ai eu en neurobiologie, où on nous expliquait, on nous parlait d'une étude qui a été faite il y a des années, où à l'époque, dans les facultés américaines, on a injecté du LSD aux gens, tout en leur disant, il est possible que vous preniez du LSD, mais il est possible que vous preniez un placebo, parce qu'on sait toujours qu'il y a la possibilité d'avoir un placebo. Et en fait, il y a un effet nocebo qui s'est fait, puisque le fait que les gens se disent, peut-être que j'ai rien pris, si je me mets à avoir des hallucinations, on va me prendre pour un fou. Alors, certes, il y a des gens qui ont eu des hallucinations alors qu'ils avaient pris le placebo, mais il y a aussi des gens qui n'ont rien ressenti, n'ont aucune hallucination visuelle, n'ont eu aucun effet du LSD, du simple fait qu'ils avaient une attente négative, qu'ils se disaient qu'ils avaient pris un placebo. Et du coup,
Dans ce cas-là, ça ne produisait aucun effet. Ce qui est, vous me l'accorderez, assez fou avec une drogue comme le LSD. Et ça a été montré dans plein de choses. Il y a aussi une expérience qui est très connue, qui a été faite en Angleterre sur des patients qui avaient un cancer et où on leur a proposé d'administrer un nouveau traitement de chimio, tout en leur expliquant qu'ils devaient s'attendre à avoir les effets secondaires de la chimio, perdre leurs cheveux, les nausées, etc. Mais au lieu de donner véritablement ce médicament, on leur a donné un placebo, donc une substance inactive, et qu'il y a plus de 30% des gens à qui on avait donné ce faux médicament qui ont en effet perdu leurs cheveux et plus de la moitié qui ont eu des vomissements. Donc vous voyez l'importance du pouvoir de l'esprit. Oui, je vous l'accorde, cette étude est éthiquement très contestable. Bon, elle a été faite il y a très longtemps maintenant, il y a 40 ans, mais c'est juste pour vous montrer le pouvoir de l'esprit sur le corps. Et des exemples comme ça, dans la littérature scientifique, il en existe énormément, à tel point que la médecine ne nie plus du tout que l'effet placebo versus l'effet nocebo existe. C'est plus une hypothèse, c'est vraiment un fait scientifique maintenant. Donc maintenant que je vous ai persuadé de cette possibilité, comment ça fonctionne ? Pourquoi le fait de croire, en fait, peut déclencher un effet sur votre santé ? Donc l'idée de l'effet placebo, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait qu'un patient s'attende à ce qu'une substance, une méthode thérapeutique fonctionne et le soigne. Alors même que cette substance, elle est complètement inerte et qu'elle peut normalement pas le soigner. En fait, c'est vraiment sa croyance, c'est vraiment l'attente qu'il se fait de ce qu'il va se passer qui va créer ces conditions favorables dans son corps au niveau biochimique pour qu'il guérisse, pour qu'il aille mieux, pour qu'il ait moins de douleur, etc., etc. En synthèse, on est vraiment sur un mécanisme psychologique, la croyance, qui va créer une réaction physiologique. Et plus précisément, ce qui a été montré, c'est que le fait d'avoir une attente positive, c'est ça qui va amener le cerveau à produire lui-même la chimie qui va être nécessaire finalement au soulagement attendu par le médicament ou la méthode. C'est-à-dire que le cerveau va anticiper ce qui va se passer finalement avec la médication et va créer par lui-même les neurotransmetteurs, les hormones nécessaires à cela. Cependant, ce qui a été montré, c'est que l'effet placebo, sur une période prolongée, c'est-à-dire de plus d'un mois, particulièrement, je pense à une étude qui a été faite sur le syndrome de l'intestin irritable, qui montre que même les gens qui réagissent très bien au placebo et qui n'ont plus aucune douleur sur le premier mois, on va dire, l'effet a tendance à s'amoindrir, voire à s'arrêter au bout de 6 semaines environ. Si on ne remet pas les conditions favorables à l'effet placebo, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, même s'il a été prouvé qu'on pouvait, en quelque sorte, on va dire, leurrer notre cerveau avec une attente positive et l'amener finalement à lui-même anticiper cette réponse, à créer lui-même la molécule, à créer lui-même la chimie nécessaire à la guérison ou au soulagement, ça n'explique pas que certains disent être guéris ou soulagés à long terme grâce à la mise en place de changements, on va dire, psychologiques ou de méthodes comme la visualisation, ou des personnes qui auraient un événement de vie qui aurait totalement changé leur manière de voir les choses, leurs croyances et donc leurs pensées, qui va les amener à aller mieux sur le long terme. L'effet placebo en lui-même n'explique pas tout ça, parce que à terme, cet effet va s'amoindrir de toute façon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Parce que c'est pareil, on trouve dans la littérature scientifique des cas de gens dont la médecine n'explique pas la guérison et qui, eux, mettent en avant des processus psychologiques dans leur explication. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été fait spécifiquement là-dessus. Pareil, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode, je vous le mettrai dans l'article, la version écrite, qui a été fait par une chercheuse qui a décidé, Kelly Turner, qui a décidé d'aller explorer finalement tous les dossiers médicaux de gens qui disent avoir guéri de cancers qui n'étaient pas guérissables. Et elle a essayé de retirer un petit peu ce qui se passait à chaque fois. Et il y a une partie de ces guérisons dont les gens les ont mis sous le compte de facteurs psychologiques. On trouve des cas où les gens disent avoir guéri grâce à un changement de croyance, à un changement de paradigme, à une façon de voir les choses différemment. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Pourquoi des gens qui adopteraient des pensées différentes, qui adopteraient des croyances différentes, disent avoir guéri ou aller mieux grâce à cela ? En fait, il y a une autre hypothèse que celle du placebo, que celle de la capacité du corps, du cerveau plus précisément, à recréer cette chimie cérébrale. L'autre hypothèse qui peut expliquer mieux, selon moi, le fait d'avoir un mieux-être à plus long terme, c'est le fait que notre corps, il est fait initialement pour
guérir. Il est fait initialement pour combattre les infections, il est fait initialement pour se défendre contre les virus, pour se défendre des menaces, pour retrouver son équilibre, pour être toujours en train de s'optimiser, on va dire, d'optimiser au maximum l'ensemble de vos processus biologiques de manière complètement autonome et qui soit adapté aussi bien à votre environnement interne et externe. Votre corps, il est fait à la base pour être en pleine santé. Pour qu'il maintienne cela, dans notre corps, il y a tout un réseau, on va dire, de feedback, de rétroaction biochimique qui vont activer, inhiber plein de processus qui sont totalement en dehors de notre champ de conscience pour qu'on puisse toujours avoir le meilleur comportement, la meilleure biologie par rapport à ce qu'on rencontre. Et ça, c'est possible grâce au système nerveux autonome dont je vous ai beaucoup de fois parlé dans ce podcast. Donc en fait, dans notre corps, tout est réglé pour nous guérir. Quand on se blesse, tout se met en place pour qu'on répare nos tissus, pour qu'on combatte une infection possible, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Sauf que quand vous vivez avec une maladie chronique, cet équilibre, il est complètement rompu. Et votre corps n'arrive plus à maintenir l'équilibre, il n'arrive plus à se réparer, il n'arrive plus à récupérer, il n'arrive plus à recréer ce fonctionnement optimal. Et là, je vais revenir avec vous rapidement sur les travaux de Navio parce qu'il me semble important d'en parler pour bien comprendre ce qu'il se passe et pour bien comprendre comment une croyance pourrait agir là-dessus. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos, j'en ai parlé dans des articles parce que je trouve vraiment que cette conception-là de ce qui maintient la maladie chronique est extrêmement novatrice et surtout permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, dans les notes de l'épisode, pareil, je mets les 2 articles, mais je vous fais un petit résumé. Navio, c'est un chercheur en métabolomique, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans tout ce qui touche aux métabolites. Les métabolites, c'est des sous-produits cellulaires, c'est des composés qui se forment lorsqu'il y a une molécule qui se transforme, qui est transformée par votre métabolisme. Et le fait d'étudier les métabolites, ça va permettre, si vous voulez, d'avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau biochimique dans votre corps. Donc ce chercheur, il s'est plus particulièrement intéressé, il a fait une étude sur 100 maladies chroniques très diversifiées. Et ce qu'il a montré, c'est que dans chacune de ces pathologies, à chaque fois, il retrouvait quelque chose en commun. C'est que le cycle de guérison était bloqué. C'est-à-dire que l'achèvement de ce cycle de guérison ne se faisait jamais. Parce que d'habitude, si vous êtes malade, vos cellules elles vont passer par plusieurs stades et à un moment donné, une fois que tout sera réparé dans le corps, une fois que ce cycle va être achevé, que la menace va être éliminée, votre corps il va rebasculer automatiquement dans ce qu'on appelle le cycle de santé. Et tout va reprendre comme avant, l'équilibre va se refaire comme avant, vos cellules vont refonctionner de manière optimale, vont recommuniquer correctement. Cependant, ce qu'a montré Navio, c'est que dans ces maladies chroniques, les cellules, elles continuent à indiquer qu'il y a une menace qui est présente et votre cerveau, il continue à réagir en relayant cette information à tout votre corps. Et il y a une boucle comme ça de rétroaction qui continue sans cesse parce que, par défaut, ce qu'on appelle alors la réponse cellulaire au danger, pareil, il a fait des recherches là-dessus, je vous renvoie sur les articles, elle est activée. C'est-à-dire que votre cerveau, par défaut, il va toujours envoyer le signal à votre corps que vous n'êtes pas en sécurité. Et c'est par les infos qu'il récupère de votre corps, par les infos qu'il récupère de votre cognition, donc de votre cerveau supérieur, que le corps il va désactiver cette réponse de survie. Donc de base, le cerveau il est toujours en alerte, le vieux cerveau, pour parer aux dangers et aux menaces. Et votre cerveau supérieur a un rôle d'inhibition pour lui dire « Ok, c'est bon, on est en sécurité ». Et aussi tout vos ressentis corporels. Et j'en viens donc à ma deuxième hypothèse sur le rôle des croyances sur la santé. Parce que là, j'ai fait un grand aparté parce que je voulais vraiment que vous compreniez bien mon raisonnement. Mais la deuxième manière d'expliquer ce qu'on va dire un effet placebo à long terme, en tout cas, moi je préfère dire le fait que nos pensées, notre croyance puissent agir sur notre santé, et de manière durable, ce serait justement de voir ces croyances et ces attentes positives qu'on crée sur l'avenir comme un moyen de soulager finalement l'organisme, comme un moyen de dire à l'organisme, comme un moyen de désactiver cette réponse au danger qui est activée non-stop. Parce que le fait d'être face à un thérapeute qui vous a l'air très compétent, dont l'explication sur ce que vous vivez vous convainc à 100%, le fait d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprend ce que vous vivez, qui met des mots dessus, d'avoir la croyance que ce qu'il vous propose comme médicament ou comme méthode va fonctionner, tout ça, ça va vraiment concourir à activer votre physiologie de l'apaisement, de la sécurité, à dire à votre corps, ok, là, il n'y a plus de danger, je suis prise en charge, il n'y a pas de souci, je peux
désactiver cette réponse au danger qui s'est mis automatiquement en route et que vous avez sûrement depuis que vous êtes malade avec cette pathologie chronique qui s'active beaucoup plus facilement. Et ainsi, vous pouvez de nouveau, on va dire temporairement ou de manière durable en fonction, accéder à votre propre système de guérison interne qui, d'une part, va désactiver votre physiologie du stress, mais d'autre part aussi va permettre d'activer surtout toute cette chimie qui est nécessaire à la réparation des tissus, à faire baisser l'inflammation, à faire que vos cellules fonctionnent de manière plus cohérente, qu'elles se renouvellent correctement, enfin, tout ce qui est le rôle du système nerveux parasympathique. Donc quand on voit les choses ainsi, on comprend qu'en effet, le fait de croire quelque chose, le fait d'être persuadé de quelque chose, le fait d'avoir des pensées, des attentes par rapport à un mieux-être, permettent à certaines personnes d'aller mieux. Ça fait aucun doute, ça paraît logique. Sauf que, parce que oui, vous avez remarqué, j'ai toujours un sauf que, moi. Croire, ça ne suffit pas. Parce que sinon, dans ce cas-là, à chaque fois que vous avez cru à 100% à une méthode, vous auriez été mieux. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de croire à 100% que quelque chose allait vous guérir et que ça n'ait fait aucun effet. Donc croire, c'est pas suffisant. Et pourquoi croire ce n'est pas suffisant? En tout cas, croire consciemment, on va dire, parce que ce qui permet à certains d'aller mieux, c'est pas ce qui se passe consciemment, c'est vraiment ce qui va se passer inconsciemment. Parce que quand on dit que l'esprit guérit le corps, et ça c'est un titre vraiment très à la mode, c'est pour ça que je l'ai repris d'ailleurs, si on parle d'esprit en tant que mental, que faculté consciente, on va dire on est vraiment très limité. Parce que ce qui va faire que vous guérissez, ce qui va piloter vos processus biologiques, c'est bien ce qui se passe dans la plus ancienne partie de votre cerveau, et la plus ancienne partie de votre cerveau, c'est celle qui échappe à votre conscience. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, d'augmenter votre température corporelle sur demande. Vous ne pouvez pas décider d'abaisser votre niveau d'hormones ou d'un coup de vous dire non, je ne stresse plus et hop, d'un coup, vous ne ressentez plus le cœur qui bat vite, etc., etc. Vous ne pouvez pas décider de cicatriser, de réduire votre inflammation ou de digérer mieux. Enfin, voilà, tout ça, c'est automatique. Heureusement, d'ailleurs, vous n'y avez pas accès. Et pour aller mieux, il faut trouver vraiment un moyen d'impacter avec sa conscience ce type de processus qui est automatique et qui se passe de manière inconsciente. Et ce n'est pas lié à une décision, comme on peut nous le laisser croire par tout ce qu'on retrouve dans les courants de développement personnel qui, en effet, nous dit l'esprit peut guérir le corps. Oui, mais pas de la manière dont on vous l'explique. Parce qu'en fait, pour que l'esprit réussisse à agir sur le corps, il faut réussir à impacter des choses qui sont souvent automatiques et inconscientes. Donc vous allez me dire, mais comment on peut faire ça? En fait, il faut comprendre que le système nerveux autonome, il agit de manière automatique. Mais ce qui va piloter ce système nerveux autonome, ce qui va enclencher le mode survie, c'est-à-dire le mode défense, lutte, fuite, gel dont j'ai pu vous parler, ou sécurité, réparation, croissance, apaisement, etc., ça va être votre environnement interne et votre environnement externe. Pour comprendre ce qui se passe, le système nerveux autonome, il n'a pas directement accès à cet environnement. Il lit l'environnement, il y met du sens, il y voit un danger, il y voit de la sécurité en fonction de ce qu'il en perçoit. Et ce qu'il en perçoit, c'est ce que lui amène comme information l'essence, mais surtout, c'est l'interprétation qu'en fait votre cerveau. Et cette interprétation, c'est quelque chose que vous avez appris, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on a appris dans notre enfance par mimétisme, par nos parents, par nos pères. On a appris ce qui est sécurisant et ce qui est dangereux. On a appris là où il faut se défendre et là où on peut se détendre. Et c'est vraiment sur la base de cette interprétation que le système nerveux va se déclencher ou non. Et finalement, si on arrive à changer cette interprétation, et c'est là où on parle de changer nos croyances, si on arrive à recabler de manière plus adaptée ce déclencheur du mode survie, du mode sécurité, on arrive à changer notre biologie. Et c'est vraiment en ce sens que nos pensées, nos croyances, notre esprit peut impacter notre santé. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas direct. Il ne suffit pas de penser je suis en sécurité pour que votre tour de guet, là, dans votre cerveau, comme j'appelle, en fait, c'est l'amygdale, c'est le détecteur de danger, désactive tous vos mécanismes de défense qui se sont mis en automatique. Parce que si c'est vrai que ça fonctionne peut-être, et encore sous certaines conditions, pour quelqu'un qui sera en bonne santé et qui s'abreuverait de gratitude, de pensées positives, voilà, tout ça, ça peut peut-être fonctionner pour quelqu'un qui est en pleine santé, mais quelqu'un qui a déjà activé les modes survie de manière automatique et
qu'il active très, on va dire, très facilement, comme quand on est malade. Ce mécanisme-là d'inhibition de la conscience qui dit non, non, c'est bon, je suis en sécurité, il est souvent inaccessible. Alors, comment vous pouvez faire concrètement? Je vais prendre la métaphore un peu de l'ordinateur, même si elle a ses limites, mais on va la prendre quand même. Votre cerveau et votre corps, ils répondent initialement à un programme qui est très binaire. Ça, c'est le vieux cerveau. C'est-à-dire qu'il va être en mode soit sécurité, soit survie. Et en fonction du mode, il va enclencher tout un tas de changements métaboliques qui va être le même et câblé chez tous les êtres humains de la même manière pour réagir d'une certaine façon. Et là, je vous renvoie encore au mode fuite, au mode lutte, au mode freeze, au mode sécurité. Puis là-dessus, en fait, sur ce premier programme, il va y avoir dans l'enfance un autre programme qui va être transmis par nos parents, un autre programme qui va être transmis par notre culture, un autre programme qui va être transmis par nos pères. Et finalement, quand on ouvre n'importe quel logiciel, c'est-à-dire quand on fait n'importe quelle activité, en sous-couche, on a toujours ces deux types de programmes qui sont toujours actifs, qui, on va dire, veillent à ce que vous soyez toujours en sécurité et à réagir quand vous êtes en danger de manière automatique. Vous n'avez pas besoin d'en avoir conscience. Et l'idée, c'est de pouvoir faire les changements nécessaires pour vous remettre en sécurité pour le premier programme, dès que vous êtes en danger. Et pour le deuxième programme, qui est vraiment spécifique à chacun, ça va connoter notre réalité, ça va connoter notre façon d'interpréter le monde et la façon dont on voit la réalité, c'est-à-dire nos croyances. Et ça va faire qu'on va avoir des pensées différentes que d'autres personnes, et ça va faire que on va prendre ces croyances, on va prendre ces pensées non pas pour le fruit d'un apprentissage, le fruit d'une façon de voir le monde, mais pour la vérité absolue. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. On est tous persuadés, au fond de nous, que notre façon de voir la vie est la façon qui est la plus juste. Sauf que finalement, personne n'a la meilleure à la vérité absolue. On a tous juste un regard différent sur la même réalité. Donc, pour en revenir au sujet, le premier programme, vous ne pouvez pas le désinstaller, il est hors de contrôle, votre système nerveux autonome est hors de contrôle. Mais cependant, là où vous pouvez agir, c'est sur le deuxième programme qui est souvent inconscient, qui est le programme lié à vos croyances, lié à vos apprentissages. Et en changeant vos croyances, à ce moment-là, vous allez changer la lecture de la réalité. Et en changeant la lecture que vous donnez, l'interprétation que vous donnez à ce que vous vivez, vous allez donner des infos différentes à vos systèmes nerveux autonomes pour qu'il active plus souvent le mode sécurité et moins souvent le mode survie. Et ça n'a rien à voir avec le fait de faire preuve de volonté, avec le fait de penser positif. C'est juste, sincèrement, voir les choses d'une manière différente. Et comment on fait pour agir sur ces croyances, puisqu'on ne peut pas le faire si on le fait avec la volonté, honnêtement, ça ne va pas tenir très très longtemps, puisque nos croyances, c'est vraiment quelque chose qui est du domaine de l'habitude, tellement il y a des dizaines et des dizaines d'années, et des milliers, des millions de fois où vous avez activé ce schéma dans votre cerveau. Donc réussir à changer ces croyances en profondeur, adopter de nouvelles croyances, et pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ces croyances, ça soit des croyances, pour le coup, que vous croyez, qui deviennent les vôtres, qui rentrent dans votre système de valeurs, qui rentrent dans votre manière de voir le monde. Et ça, c'est pas possible en se répétant, selon moi, seulement des affirmations à longueur de journée. Même si, en effet, l'habitude, la répétition, c'est une manière qui vous est vendue et qui peut fonctionner pour certains qui sont en bonne santé, de changer sa façon de voir les choses, de changer ses croyances. Mais moi, je vous dirais qu'au préalable, avant d'essayer de changer votre manière de voir les choses, il faudrait déjà la comprendre. Il faudrait déjà pouvoir se décoller un petit peu de vos filtres, se décoller un petit peu de la manière dont vous interprétez les choses et le monde, parce que finalement, vos croyances actuelles, vous les prenez sûrement comme la vérité, et vous vous dites sûrement qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Je reviens sur mes « il faut, je dois ». Pour vous, c'est juste une réalité. Il n'y a pas d'autre option possible, il n'y a pas d'autre choix possible. Et souvent, on a des croyances comme ça qui vont être délétères sur notre santé, dont on ne va même pas se rendre compte, qui vont renforcer ou déclencher notre physiologie du stress, nos systèmes de défense qui sont déjà actifs de manière qui sont déjà facilement activés, sans même que vous en ayez conscience. Donc déjà, la première chose, c'est d'essayer de trouver un moyen de voir vos propres croyances et de vous en détacher, de défusionner avec ces croyances, de défusionner avec ces pensées en vous disant que c'est une façon de voir le monde, mais qu'il y a peut-être d'autres façons de voir le monde. Déjà, de prendre le recul. La première étape, c'est de prendre le recul nécessaire là-dessus et voir qu'un autre choix est possible. Parce que si vous essayez de vous calquer de nouvelles croyances sans déjà avoir visualisé quelles étaient vos croyances actuelles, il y a peu de chances que ça fonctionne.
Donc ensuite, pour changer les croyances, et là, il faudrait faire un épisode entier là-dessus. Donc là, je voulais vraiment vous sensibiliser à cet aspect de l'esprit qui guérit le corps et que ce ne se fait pas de manière consciente, mais en changeant finalement le programme automatique, le pilote automatique que vous avez en vous. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de comment on change une croyance, parce que c'est pas que c'est complexe, mais il y a tellement de méthodes différentes et il y a autant de méthodes que de personnes. Chacun trouvera sa propre manière. Et je vais vous laisser sur cette conclusion. Donc, en effet, l'esprit peut agir sur le corps. Ça ne fait plus de doute avec l'effet placebo, avec l'effet nocebo. Cependant, pour avoir vraiment une action à long terme, il faut impacter des processus inconscients. Et le faire de manière consciente va être relativement limité. Voilà, c'est fini pour ce épisode de Soigne-toi. J'espère que cette série spéciale sur la relation corps-esprit vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce que vous vivez. Pour information, le podcast Soigne-toi va s'arrêter pour quelques semaines et va faire place à un nouveau format pour la rentrée de septembre. Vous retrouverez donc Soigne-toi dans un peu plus de 2 mois. Et d'ici là, les 8 prochaines semaines, chaque vendredi à 11h, vous retrouverez un nouveau format que j'ai nommé les capsules sur ce podcast. Alors, ce format sera également accessible en format vidéo, puisque initialement, ce sont des vidéos que j'ai tournées pour ma chaîne YouTube, mais que j'ai eu envie de mettre à disposition dans le podcast, car leurs propos rentrent complètement dans l'objectif de ce podcast, c'est-à-dire comment vous aider au quotidien pour mieux vivre avec une maladie chronique. Vous y trouverez un ton un peu différent, beaucoup plus personnel, beaucoup plus subjectif. C'est un format qui est aussi plus court, qui est plus axé sur le fait de retrouver le chemin vers soi-même, parce que vivre avec une maladie chronique, c'est aussi souvent, par la force des choses, s'éloigner de soi-même. Donc j'espère que ce format vous plaira. Il est donc disponible sur la plateforme que vous écoutez actuellement et également sur la chaîne YouTube. Je vous dis donc à très très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.